Dans ce cours, on va voir la toxoplasmose et une étude moléculaire du mécanisme immunitaire activé. Dans un deuxième cours, on va voir les génotypes des souches du Toxoplasma gondii. On se rappelle des voies de signalisation de l'apoptose. Donc, pour faire un petit rappel, on a deux voies, la voie extra-5 et la voie mitochondriale, ce qu'on appelle la voie intra-5. Alors, on va commencer par la voie intra-5. Donc, cette voie intra-5, elle est activée quand on a des facteurs de croissance, quand on a une élévation du calcium intracellulaire, quand on a une exposition à des UV. Donc directement, on a l'activation des protéines qu'on appelle BH3 seulement, comme BAC, BAX, BIM, etc. Donc ces protéines, ils vont s'activer, ils vont faire un canal dans la mitochondrie et du coup, ils vont créer un canal. Ce canal, il va induire l'entrée du calcium dans la mitochondrie, donc il y aura un stress mitochondrial. Suite à ce stress mitochondrial, il y aura la production de cytochrome C de la mitochondrie. Le cytochrome C, il va se lier avec APA-fin et la procaspase 9. Il va cliver la procaspase 9 en caspase 9. Et après, on verra la formation de l'apoptosome éventuellement. Donc la formation de l'apoptosome, elle peut cliver la procaspase 3 en caspase 3 aussi. Et après, on peut y aller directement pour activer les protéines de dégradation de l'ADN. Et après la dégradation de l'ADN et la formation des corps apoptotiques. Donc éventuellement, pour la deuxième voie, c'est la voie extra-5. La voie extra-5, elle est médiée par le FAS et le FAS ligand et le TNF-alpha, ce qu'on a vu qui est une molécule et une protéine anti-inflammatoire sécrétée par les macrophages durant une infection par le toxoplasme. Une fois le FAS ligand il est lié avec le récepteur FAS, ou sinon le TNF-alpha il est lié avec le récepteur TNFR, il y aura directement l'activation des adaptateurs comme FAD, TRAD, etc. Donc ces adaptateurs, leur rôle, c'est le clivage de la procaspase 8 en caspase 8. Et après, on peut avoir aussi l'activation de BID en T-BID. Le T-BID qui pourrait y aller activer en parallèle une réaction apoptotique de type intra-5. Donc si on continue directement, le clivage de la caspase 8, il peut activer le clivage de la caspase 3 en caspase 3. Et après, directement, l'activation des protéines de dégradation de l'ADN et après la dégradation de l'ADN et la formation des corps apoptotiques. Alors, quel est le rôle de l'infection toxoplasmique vis-à-vis l'activation ou l'inhibition de l'apoptose? Donc, dans une étude réalisée par Luder et Hall, donc ils ont fait des cellules normales qui ne sont pas infectées exposées à un signal pro-apoptotique. Donc ils ont trouvé que les cellules se sont apoptosées. Ensuite, ils ont mis les mêmes cellules infectées au Toxoplasma gondii. Donc, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Ils ont remarqué qu'il y avait des cellules qui se sont apoptosées, et ça c'est normal parce qu'il y avait un choc, il y avait un corps étranger qui entrait. Par contre, il y avait des cellules qui ont résisté aux signaux pro-apoptotiques. Donc, quand on résiste au signal pro-apoptotique, ça veut dire quoi? Ça veut dire on suractive les protéines anti-apoptotiques. Ça veut dire que quand le toxoplasme il est dans la cellule, il va activer des voies de communication qui vont permettre d'inhiber l'apoptose et de transcrire, traduire et produire les protéines anti-apoptotiques comme les protéines de BCL2. Ok? Donc pourquoi ce parasite il va éventuellement inhiber la prolifération, inhiber l'apoptose des cellules? C'est pour qu'il puisse se proliférer dans ces cellules. Il forme ce qu'on appelle une vacuole parasitophore à partir du cytoplasme de la cellule et il se multiplie dedans. Et après qu'il y aura beaucoup de multiplication, s'il y a l'interféron gamma,
En fait, directement, il y aura la formation des kystes toxoplasmiques. S'il n'y a pas d'interféron gamma, les tachyzoïdes qui se multiplient à l'intérieur de la cellule, ils font à la fin, ils vont en fait faire une purgescence des cellules et du coup ils vont tuer la cellule par nécrose. Ok? Donc qu'est-ce qu'il peut faire le T quand il est dans la cellule? On a des hypothèses. Il peut faire l'inhibition des effets pro-apoptotiques des cellules hôtes, activation de la synthèse des protéines anti-apoptotiques et activation des voies de survie cellulaire accompagnées par la présence des réactions immunitaires. Et ça, c'est généralement la voie NF-κB et la voie PI3K. Donc, si on voit en plus loin, en plus profond, qu'est-ce qui se passe au niveau des molécules? Donc, on sait très bien, dans une cellule, on a deux voies. Une voie extra-5, c'est la voie de phase-phase ligand et du TNF-alpha et du TNFR. Ok, et on a la voie mitochondriale. On a le toxo qui est là. Donc, ce toxo, qu'est-ce qu'il peut faire? On a dit, il va inhiber les voies. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va activer de plus le C-flip, qui inhibe l'activation ou le clivage de la procaspase 8. Il va inhiber les perforines, ok? Les perforines et les grands-enzymes qui peuvent aider à la lyse de la cellule, ok? Il va activer la voie PI3K. Il faut pas oublier que la voie PI3K, c'est une voie qui est anti-apoptotique, c'est une voie de prolifération cellulaire. Encore, il va activer tout ce qui est autres inhibiteurs apoptotiques comme les IAP, les BCL2, les MCL1 et les MSP70. Donc, en effet, on inhibe les voies apoptotiques, on inhibe le clivage de l'ADN et on active les voies de survie cellulaire. Donc c'est ça en fait ce qu'il peut faire et c'est ça les hypothèses qui sont mises pour le moment. Donc si on se rappelle, il y a 3 types de toxos selon la souche, selon la séquence génomique. On a le type 1, le type 2 et le type 3. Donc en effet, chaque type a des cellules, des protéines de virulence. Le type 1, il a le GRA15, le ROP16 et le ROP18. Ces 3 protéines virales, qu'est-ce qu'ils vont faire dans une cellule? Ils vont diminuer la voie NF-κB, donc diminuer la survie, augmentation la voie stade 3, donc l'augmentation de l'inflammation locale et diminution des cytokines et interleukines. Donc là, c'est parce que le type 1, si vous vous rappelez, avant je vous ai dit que c'est un type qui est virulent, que la réaction immunitaire, elle n'arrive pas trop à le contrôler. C'est pour cela qu'il y aura la multiplication parasitaire et après la mort de la cellule. Par contre, si on voit le type 2 qui est le type A virulent, les 3 protéines virales augmentent la NF-κB, diminuent la stade 3. Donc ça augmente la survie de la cellule et ça diminue un petit peu le contrôle de l'immunité. Donc c'est pour cela qu'il y aura l'augmentation des cytokines, des interleukines. La multiplication de parasitaires est contrôlée via les cytokines et les interleukines qui sont les protéines et les molécules immunitaire et l'augmentation de la réaction inflammatoire locale, c'est pour cela qu'on a une infection chronique. Pour le type 3 qui est un type modéré, les 3 protéines virales diminuent un NF-κB, augmentent STAT et diminuent les cytokines. Donc là, on a la multiplication parasitaire, elle est encore contrôlée, mais cette fois-ci, on a une infection qui est chronique. Donc c'est pour cela, le type 3, on dit que c'est une infection qui est modérée parce qu'il a le même effet sur les voies de signalisation, mais par contre, il n'est pas assez virulent comme le type 1. Donc on voit là que les séquences génomiques du toxo, des souches de toxo diffèrent. Ils diffèrent où? Ils diffèrent dans la séquence des protéines virales. Et on voit les protéines virales pour chaque type parasitaire à un profil spécifique sur la conséquence et la virulence sur la cellule que le toxo infecte.
Donc par la suite, on va faire des analyses à des articles, mais on va le faire sous forme de cours. Après, je peux vous enverrer les articles éventuellement. Et après, on passera à la partie de l'apoptose. Donc pour la partie 1, on verra l'étude de la cinétique de l'expression des médiateurs humains lors de l'infection des cellules nerveuses humaines par deux types de souches de toxoplasme in vitro. Dans un premier temps, on va déterminer la cinétique de la prolifération parasitaire et dans un deuxième temps, on va déterminer l'effet de l'interféron gamma sur l'expression des médiateurs humains. Et en troisième lieu, on va déterminer l'effet de l'interféron gamma sur la prolifération des parasites. Donc là, on verra ces molécules, comment ils peuvent avoir un effet sur cette infection, mais in vitro. Donc, dans une deuxième partie, on va essayer de voir l'étude des mécanismes apoptotiques qui peuvent être activés ou inhibés durant cette infection. Et aussi, on peut avoir l'étude des serpines, qui sont des protéines qui sont vraiment spécifiques, qui ont été déterminées comme des médiateurs pro-inflammatoires. Les cellules utilisées dans cette étude, ce sont les cellules microgliales humaines, les cellules endothéliales humaines et une lignée de neuroblastes qui sont des petits neurones humains. Et les deux souches, on a la souche RH et la souche PRU. Donc, dans un premier temps, en effet, les trois types de cellules ont été infectés séparément par les deux types de souches, RH qui est le type 1 et PRU le type 2, par un ratio une cellule pour deux tachyzoïdes. Ok. Pendant 8 heures, 14 heures, 24 heures et 48 heures. Pendant cette cinétique d'infection, les surnageants d'écoculture ont été récupérés et après aussi, les culots cellulaires ont été récupérés pour faire des QRT-PCR. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans les surnageaux, en effet, on a fait des puces protéomiques. Donc, ce sont des puces qui se reposent sur un principe d'anticorps. Ok. Et après, antigènes, anticorps et anticorps fluo, pour qu'on puisse savoir quelles sont les molécules immunitaires qui sont exprimées lors de cette co-infection après 8 heures, 14 heures, 24 heures et 48 heures. Et après, confirmer tout ça par une technique qu'on s'appelle QRT-PCR, Q pour quantitatif, RT-PCR pour la rétrotranscription, polymérase chain reaction. Donc là, on sait très bien pour qu'on puisse pour qu'on puisse confirmer une production d'une protéine, il faut confirmer la transcription de son ARN. Donc c'est pour cela on passe de protéine jusqu'au ARN. Si on commence éventuellement par la première infection, par le génotype 1, c'est la souche RH qui est une souche qui est normalement assez virulente, surtout chez la souris. On voit chez les cellules HBMEC qui sont les cellules endothéliales, à 8 heures, un pic d'infection d'interleukine 6 et d'interleukine 8. Et là, on sait très bien que ces deux molécules, ce sont des molécules pro-inflammatoires. Donc, ces deux molécules vont diminuer à 24 heures. Et après, ils vont diminuer à 14 heures ou 16 heures, pardon. Et après, ils vont refaire un pic à 24 heures. Alors, pendant ce temps, si on voit justement la cinétique du Tegandi, le Tegandi, au début, il est en train de proliférer tout doucement. Mais au moment où il y aura un deuxième pic à 24 heures des interleukines 6 et interleukine 8, il y aura une diminution accrue de la prolifération parasitaire. À 48 heures, et c'est normal que les cellules in vitro ne peuvent plus produire de molécules, on a le toxoplasme qui commence à proliférer parce qu'il n'y a plus de réaction immunitaire. Donc pareillement, si on voit aussi dans les HBMEC, à 8 heures, il y a aussi la production des chymokines et ça c'est très important pour l'augmentation de la réaction immunitaire et l'activation des cellules immunitaires éventuellement.
Et on a déterminé justement qu'il y a une production des petits serpines, là dans le troisième graphique, des petits serpines à partir de 14h et 24h. Donc pour la souche PRU, pour les cellules endothéliales, à 8h, il y a un pic d'interleukine 6, d'interleukine 8 et des différents chymokines. Cette production diminue à 14h, mais après aussi, elle fait un repic à 24h. Donc ça, cette réaction immunitaire, elle est accompagnée par un contrôle de la prolifération du parasite de type PRU. Donc type PRU, c'est le haplotype 2, c'est le A virulent. Donc c'est pour cela il y a un contrôle modéré de la prolifération parasitaire. On ne distingue pas un pic de PRU parce qu'il est contrôlé par la réaction immunitaire. Donc là, pour PRU, on voit là dans le troisième graphique qu'il y a une production des facteurs de croissance qui sont le GCSF et le GM-CSF ainsi que le serpine E1. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit que le toxo, il est en train de stimuler la cellule endothéliale à produire des facteurs de croissance et du coup, c'est la survie cellulaire éventuellement. Donc là, c'est on peut voir là la conclusion des deux, c'est on peut dire que le RH, il se multiplie sans arrêt et du coup il va même à un certain moment inhiber la réaction immunitaire et le PRU il est contrôlable et il stimule la cellule pour produire des facteurs de croissance. Pour l'infection des cellules microgliales, on sait très bien que ces cellules... Alors dans les neurones, qu'est-ce qui se passe dans les neurones? Ces neurones quand ils sont infectés avec RH, à 8h, on a une production des interleukines et du coup, c'est la pro-inflammation. En effet, à 24h, ça diminue, à 14h, ça diminue, après ça augmente à 24h. Et ça, c'est normal. Et du coup, cette augmentation à 24h, elle est liée par une diminution de la prolifération de RH. Pour la souche PRU, là c'est un peu dur parce qu'on sait très bien que PRU c'est une souche qui est avirulente et du coup elle aime bien rester sous forme de kyste dans les neurones. Et là on voit qu'à 8h il y a une réponse immunitaire modérée. Elle est accompagnée par une production des interleukines 6, 8, MCP1, gros alpha et les chymokines à 8h. Et après une légère diminution à 14h et après on a une augmentation au maximum à 24h et là est accompagnée aussi par un contrôle de la prolifération du parasite. Et là on voit quand il n'y a pas de réaction immunitaire aussi, on a même le parasite, il meurt à la fin. Mais là ça veut dire si on est in vivo, le parasite il est contrôlé et il persiste sous forme de kyste dans le cerveau. Donc là on voit un petit peu comment le parasite quand il rentre dans la cellule, comment il peut contrôler en fait la réaction de la cellule, stimuler la production des cytokines et des chymokines et inhiber aussi cette production à un certain moment. Donc en conclusion, on peut voir que dans les cellules microgliales et dans les neurones, à 24 heures, il y a la production de l'interleukine 6, l'interleukine 8, MCP1 et gros alpha et l'augmentation de la serpine. Donc les premières molécules immunitaires sont faites pour le contrôle de la prolifération. C'est pour cela à 24 heures, à un certain moment, il y avait un contrôle de la prolifération. Et après aussi la serpine E1, elle a un rôle dans l'invasion, dans l'inhibition de l'invasion parasitaire. Donc l'interleukine 8, MCP1 et gros alpha, ce sont en fait des chymokines, parce que l'interleukine 8, c'est le CCL8, ce sont des chymokines. Si on est in vivo, ils activent l'infiltration des monocytes, macrophages, nétrophiles dans le site de l'infection. Donc justement, ce sont des molécules immunitaires qui vont favoriser tout ce qui est réaction immunitaire de type TH1 et contrôle de la prolifération parasitaire. Dans les cellules endothéliales, on a l'activation de la réaction immunitaire et le contrôle de la prolifération et la multiplication de PRU, l'atténuation de la réaction immunitaire et du coup l'augmentation et la multiplication de RH. Et du coup, on a un effet de RH sur la régulation de l'expression et de la production de toutes les molécules immunitaires. Donc pour la souche PRU éventuellement,
on a l'augmentation des facteurs de croissance et du coup l'augmentation de la réaction pro-inflammatoire. Donc, et du coup aussi la survie cellulaire, l'augmentation de la serpine et du coup ça inhibe l'invasion parasitaire, mais par contre ça contrôle le parasite selon sa forme chronique à l'intérieur.